par le gouvernement de Colombo, mais tu as trois forces. Tu as les Tamouls, la diaspora, 1 million, avec énormément d'argent. Ils ont énormément d'argent parce qu'ils travaillent comme des fous, les Tamouls. Ils sont des Confuciens. Les Confuciens sont les amateurs par rapport aux Tamouls. Tandis que les Sinhala, on ne les peut pas accuser à travailler excessivement. Absolument pas du tout. Numéro 2, il y avait l'Inde, avec plus que 100 millions, n'est-ce pas, Tamouls, avec un État immense. Et numéro 3, il y a la rêve. La rêve, le mythe. De Tamilina. Voilà, c'est ça. On ne peut pas tuer ça. Bon, les trois là, et à l'autre côté, le gouvernement de Colombo. Et tu es ici, comme Tamoul, tu es entre les deux forces. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il va recevoir quelque chose d'appui de Colombo, avec les mains plus ou moins ouvertes, et que l'âme reste avec les autres trois, qu'il y a beaucoup de gens qui vont émigrer à Tamil Nadu, en Inde, diaspora aussi, et qu'on verra un type de résistance passive parmi les Tamouls. C'est-à-dire une situation, de point de vue de gouvernabilité d'un État, d'une petite île absolument affreuse, absolument terrible, comme un cauchemar. Et je ne crois pas que le gouvernement de Colombo est capable de, disons, ménager tout ça. C'est trop pour eux. On reste en Asie pour aborder le dernier point d'actualité que je voulais discuter avec vous, c'est la question du Myanmar, donc Birmanie. Yeah. Juste pour rappeler à nos spectateurs, donc ce qui s'est passé ces derniers temps. En 2007, il y a eu des manifestations énormes, donc, où des moines. Donc, après Nargis, après la tempête Nargis. Après, oui. Voilà. Et avec, puis, en 2008, alors j'ai noté que il y a eu un référendum pour des réformes constitutionnelles. Voilà. Où le pouvoir a annoncé un taux de participation de plus de 98%. C'était en mai 2008. Voilà. La Ligue nationale pour la démocratie de Aung San Suu Kyi, cette ligue dit que cette nouvelle constitution ne fait que renforcer le pouvoir des autorités militaires, alors que le pouvoir en place promet une démocratie où fleurit la discipline. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'Algérie. Donc, nous aussi, nous avons eu notre révision constitutionnelle. On a un temps record de 2 semaines, donc par un parlement qui ne avec qui le dernier contrôle dans la main des militaires, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est une chambre d'enregistrement, voilà, plutôt qu'un parlement. Ouais. Et puis en 2009, le 9 avril 2009 aussi, nous avons eu des élections présidentielles, gagnées, un troisième mandat donc, qui a été permis grâce à cet amendement donc, constitutionnel qui a été effectué. Et donc, M. Bouteflika qui gagne les élections présidentielles à plus de 90%, à 90% des suffrages exprimés. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas le seul aspect où on peut voir non, mais c'est très important. Il y a des parallèles. Comment... Moi, j'aurais plusieurs questions concernant le conflit au Myanmar. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ça dure aussi longtemps? Qu'est-ce qui fait que la Ligue nationale pour la démocratie n'arrive pas à gagner son combat? Parce que je crois que la Ligue n'a pu projeter une image positive de l'avenir. Il vit dans le passé, dans les élections perdues, dans les années 88, 90, 92. Et je crois que la majorité aimerait voir un montre qu'on peut régler à l'inverse et être de nouveau dans les années
mais avec une autre sortie. Et quand on est à Myanmar et on pose la question, comment est-ce que tu vois Myanmar dans l'année 2020? C'est un grand vide. 2020. 2020. Mais les militaires ont une réponse. Et on peut avoir le slogan qui a l'image plus acceptable de l'avenir a déjà colonisé l'avenir. C'est-à-dire que la Ligue n'a pas entré dans le débat profondément démocratique sur l'avenir, la construction de l'avenir. Il n'y a presque rien. On dit seulement la démocratie et le peuple va décider. Mais le peuple, c'est une chose relativement amorphe. Et pour le peuple, ce n'est pas évident que la Ligue a quelque chose à apporter, tandis que les militaires ont deux choses qui sont relativement claires. Myanmar est un pays, selon eux, indivisible. Ils ont lutté contre 20 armées des minorités, relativement amateurs, relativement petits, et avec des généraux qui sont relativement âgés maintenant. Ils ont fait ça, et Myanmar, avec beaucoup de brutalité, le gouvernement est dans une pièce. Et en même temps, être là comme un sandwich parmi les deux pays plus grands du monde, l'Inde et la Chine, il n'y a aucune domination de l'un ou de l'autre. Et ces deux faits-là, ça c'est déjà quelque chose. Et comme je suis encore, comme j'ai fait dans plusieurs parties du monde, fait quelque chose comme médiateur, et quand tu parles avec les gens dits ordinaires, ces deux faits-là sortent toujours, immédiatement. Donc c'est un facteur interne et un facteur externe. Et voilà. Mais et voilà. Si on regarde maintenant Mais ce sont importants, n'est-ce pas? Oui, absolument. Absolument. Quand il s'agit de la tempête Nargis, il y avait beaucoup de l'aide à l'extérieur qui a été bien reçue, et le gouvernement militaire n'a pas fait grand-chose. Ça, c'est très clair. Et je crois que pour le gouvernement militaire, le peuple presque n'existe pas. C'est une masse. C'est-à-dire que dans un certain sens, c'est presque pire qu'une dictature ordinaire. C'est Machiavelli dans le sens que Tan Shui, le général principal, pour lui, il faut être aîné et il faut qu'on ait peur. C'est-à-dire qu'il a fait le choix machiavélien. Pas aimé du tout. Qu'il y a haine, qu'il y a la haine. Détesté, tout à fait détesté. Oui. Et aussi en même temps qu'on a peur. Qu'on a peur. Also, il n'a pas fait ce qu'a fait Hitler. Parce que Hitler a fait ça. Mais en même temps, Hitler s'est fait aimer aussi en même temps. Avec énormément d'assistance pour le peuple ordinaire. Et à cause de ça, Hitler a pu jouer sur l'ambiguïté et a pu mobiliser la population pour la conquête de l'Europe. Il a pu faire ça. Les militaires ne peuvent pas faire ça. Mais les militaires ont une société parallèle à eux, avec des universités, des écoles et tout ça. Et ça, c'est une société qui fonctionne. Et ils s'occupent avec cette société. Et la société ordinaire du Myanmar, ils s'en fichent. En réalité. C'est un gouvernement absolument affreux. Also, je ne dis rien positif. Avec les deux points que je viens de faire, et qu'il y a une certaine image de l'avenir. Mais si on accepte le fait que peut-être la Ligue nationale pour la démocratie, elle n'a pas projette pas une image de l'avenir, elle est toujours dans le passé. Mais si on regarde la société en général, donc en Birmanie, pourquoi il n'y a pas émergence d'une élite politique ou une élite intellectuelle qui reprend le flambeau? S'il y a une défaillance au niveau de la Ligue nationale. Ils sont à l'étranger, dans la diaspora, ils sont cooptés,
Mais il y a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ce que j'ai essayé de faire moi, c'est les arguments pour un type d'institut pour l'avenir du Myanmar. Exactement pour élaborer le Myanmar en 2020. Avec les participants du gouvernement militaire, avec les participants de cette élite que tu viens de mentionner. Et je crois qu'on a bougé un tout petit peu dans cette direction-là.